Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet AppScript. Aujourd'hui, nous allons voir les boucles, c'est-à-dire que nous allons voir comment exécuter plusieurs fois des instructions ou des bouts de code en fonction d'un nombre d'itérations prédéfinies ou alors tant qu'une condition n'est pas remplie. C'est parti! On va comme d'habitude repartir de nos fichiers habituels, donc le fichier de l'épisode d'avant, et je vais aller dans extension AppScript, et je vais me créer un nouveau script 06 boucle. Alors, qu'est-ce qu'une boucle? Je vais juste créer une fonction boucle. Comme son nom l'indique, une boucle permet de boucler, c'est-à-dire qu'elle va exécuter plusieurs fois des bouts de code. Donc je vais commencer par déclarer par exemple une variable i est égale à 0. Et la première boucle qu'on peut voir, c'est la boucle while. Donc là j'écris while, W-H-I-L-E, qui veut dire tant que en anglais. J'ouvre des parenthèses, et là je vais devoir mettre une condition. Par exemple, je vais mettre i inférieur à 10. Ensuite, j'ouvre mes accolades, et là on voit que niveau syntaxe, je suis bon. Je n'ai pas de problème de syntaxe, je peux enregistrer. Donc exactement comme les conditions, sauf que là on utilise le mot-clé while. Ensuite, entre parenthèses, on met la condition que l'on doit respecter. Et à l'intérieur de la boucle, ça va être le code que l'on veut exécuter. Par exemple, ici, je vais écrire valeur de i, hop, et je vais mettre i. Ensuite, je vais faire un i++. Alors, i++ permet d'incrémenter la variable i de 1, comme si je faisais i plus égale 1. Voilà, ou i égale i plus 1. C'est exactement la même chose, mais là, je fais juste un plus plus, c'est la façon concise d'écrire ça. Voilà, et j'exécute. Alors là, j'ai fait une erreur ici, hop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc i égale 0. Là, j'ai dit tant que i est inférieur à 10, tu exécutes tout le code qui est là. Et là, on voit que le code a été exécuté 10 fois. En fait, la première fois, mon i valait 0. Ensuite, j'incrémente de 1, il vaut 1. On retourne dans la condition. Est-ce que 1 est inférieur à 10? Oui. Ok, donc la condition est vraie. Donc on retourne dans la boucle, etc. etc. À la fin, j'arrive jusqu'à i qui vaut 9. Valeur de i égale 9. Ok. i++, donc là, je passe i à 10. Je reviens là-haut. Est-ce que 10 est inférieur à 10? Non. Donc la condition n'est plus validée. Je sors de ma boucle. Et par exemple, ici, je vais écrire la valeur de i, après boucle while, comme ça. Et ici, on verra bien que ma valeur de i sera égale à 10. Voilà, à la 10e occurrence, il rentre dans la boucle, il incrémente la valeur de i, et ensuite, il sort de la boucle. Et donc, i est bien égal à 10. Il y a une deuxième boucle un peu similaire qui existe, qui s'appelle la boucle do while. La syntaxe est un peu différente. Là, j'écris do, j'ouvre mes chevrons, et à la fin, je vais mettre while et ma condition. Hop, je vais écrire la même chose dedans. Quelle est la différence entre la boucle while et la boucle do while? Bien en fait, la boucle do while va s'exécuter au moins une fois. C'est pour ça qu'en fait on met la condition à la fin. C'est-à-dire que même si la condition n'est pas respectée, on va quand même exécuter les instructions à l'intérieur et ensuite on va vérifier la condition. Et pour preuve ici, j'ai mis la même condition tant que i est inférieur à 10. Sauf qu'on a vu ici que i, une fois arrivé là, i est égal à 10. Donc théoriquement, si j'avais mis une boucle while ici, je ne rentre pas dedans, puisqu'en fait mon i est déjà égal à 10, donc la condition est validée. Mais le fait de mettre une boucle do while va permettre d'exécuter quand même au moins une fois mon code. Et ici, i après la boucle do while. Donc là, j'exécute mon code. Ici, ma condition n'est pas validée, puisque i, ici, après la boucle while est égal à 10. Mais comme j'ai mis un do while, je vais au moins exécuter une seule fois cette instruction-là. Ensuite, on va regarder la condition. Ah, c'est pas valide. On sort de la boucle. Et on a quand même fait un i++, donc mon i est quand même égal à 11. Il a quand même été incrémenté de 1. Alors dans la pratique, on évite le plus possible d'utiliser les boucles while ou do while. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des très grandes chances que vous tombiez dans une boucle infinie. C'est-à-dire que ici, en fait, là je déclare moi-même une variable d'incrémentation, je déclare moi-même ma condition ici, et là je fais un i++. Mais qu'est-ce qui se passe si j'oublie d'incrémenter ma variable avec valeur de i ici, et que j'exécute mon code? Et bien là, en fait, le code s'exécute à l'infini. Donc on rentre dans ce qu'on appelle une boucle infinie. Et ça, on veut éviter ça à tout prix en programmation. On ne veut pas de boucle infinie, sinon votre code est complètement bloqué et boucle sur lui-même. Donc là, je vais remettre mon i++. C'est pour ça qu'il existe une autre boucle, une troisième boucle. Donc celle-là à connaître par cœur, puisqu'on va l'utiliser absolument partout et tout le temps. Alors je dis pas que les boucles while et do while sont inutiles, mais on les utilisera très peu, et c'est vraiment dans des cas très spécifiques. Et donc la troisième boucle qui existe, c'est la boucle for. C'est écrit avec le mot-clé for. Pareil, j'ouvre des parenthèses. Par contre, là, je vais devoir spécifier 3 arguments. Le premier, c'est ma variable d'incrémentation. Let i égale 0. Donc là, je déclare ma variable à l'intérieur des parenthèses de boucle for. Je mets un point virgule. Le deuxième argument, c'est la condition qui doit être respectée pour que la boucle s'exécute.
Là, je vais mettre, il faut que i soit inférieur à 10, point virgule. Et le troisième argument, ça va être de combien j'incrémente ma variable d'incrémentation. Donc i, je vais mettre i++ là pour dire que j'incrémente de 1. Ok. Et du coup, valeur de i dans la boucle for. Hop. Donc là, cette boucle est beaucoup plus rigoureuse à écrire. Il faut absolument qu'il y ait ces trois paramètres, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, on voit que on parcourt aussi de 0 à 9. Alors, je pourrais faire l'inverse aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de parcourir, d'incrémenter les valeurs, je pourrais décrémenter. Dire que i commence à 10. Tant que i est supérieur à 0, i moins moins. Si je fais ça, en fait, on va partir de 10 et on va aller jusqu'à 0. Enfin, on va pas aller jusqu'à 0, on va aller jusqu'à 1, puisque j'ai mis i strictement supérieur à 0. Et là, vous allez me dire, ok, mais si mon paramètre du milieu, c'est une condition, et si par exemple ici, je mis tant que i est inférieur à 10, inférieur ou égal à 10, eh bien, je vais quand même créer une boucle infinie, vu que ma condition i inférieur ou égal à 10 est toujours vraie. Eh bien, oui, vous avez raison. Là, si j'exécute ça, vous voyez que j'ai une boucle complètement infinie qui décrémente i à chaque fois. Vous voyez que ça va très vite. Hein. C'est très très rapide à incrémenter. Bon, là, en même temps, on affiche juste dans la console une valeur, donc c'est très rapide à faire. Là, vous voyez, en 5-6 secondes, je suis déjà à moins 14 000. Donc oui, on peut faire des boucles infinies avec les boucles for, mais c'est beaucoup moins simple. Parce que déjà, vous avez votre variable i qui va s'incrémenter ou se décrémenter, donc changer de valeur à chaque fois. Donc déjà, vous allez voir plus facilement que vous avez fait une erreur dans votre condition. Et en plus, le fait de explicitement de devoir écrire la variable d'incrémentation, enfin son initialisation, la condition et de combien elle décrémente, déjà ça vous force à avoir une certaine syntaxe, une certaine rigueur dans l'écriture de la boucle. Et donc ça réduit drastiquement le risque de rentrer dans une boucle infinie. Donc la boucle for, il faut la connaître sur le bout des doigts et on l'utilisera absolument partout. Et si vous avez bien remarqué, je déclare à chaque fois let i égale 10, i inférieur à 10, i moins moins. Et en fait, du coup, je déclare avec le mot-clé let ma variable i, et du coup, en fait, ma variable d'incrémentation i ne sera accessible qu'à l'intérieur de ma boucle for. C'est pour ça que je la déclare avec un let. On a déjà vu justement dans les conditions. Là, si j'essaye, alors là, ça fonctionnera parce que mon i est déclaré ici aussi, mais si je mets une autre valeur, je vais mettre k, k inférieur à 10, k moins moins, valeur de k dans la boucle for, hop, plus k. Si j'essaye de loguer k ici, vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Voilà, il me dit que k is not defined. Ça ne fonctionne pas. Et je vais mettre tant que k est supérieur à 0. Ici, on ne va pas pouvoir exécuter. Voilà. Ça exécute bientôt. 19 setup 0. Et là, j'ai un k not defined. Par contre, ici, je peux bien accéder à sa valeur. Alors que si j'avais déclaré avec le mot-clé var, ici, à la fin, mon k est accessible. Il va les 0 là, il sert décrémenté, il vaut moins 1. Sauf que dans nos boucles, on veut que notre variable d'incrémentation serve uniquement à faire l'incrémentation et ne serve pas à autre chose. Donc, on déclarera toujours avec le mot-clé let pour être sûr que en fait, cette variable soit accessible que dans la boucle for. Alors ça, c'est pareil en fait en programmation. Bonne pratique, une variable ne sert que pour une seule chose. Et même dans une plus grande mesure, une fonction est censée faire qu'une seule chose aussi. Ça permet de simplifier au maximum le code et de bien se retrouver. Donc, nos variables d'incrémentation seront toujours déclarées avec let et ne seront toujours accessibles qu'à l'intérieur de la boucle dans laquelle elles sont déclarées. Alors, par exemple, je vais pouvoir parcourir un tableau grâce à une boucle for aussi. On a vu les méthodes de parcours de tableau dans l'épisode précédent, mais là, je vous montre une autre méthode. Donc, par exemple, je me déclare un tableau avec des valeurs complètement aléatoires. Voilà, peu importe. Hop, je redéclare une boucle for, let i égale 0. Ma condition, c'est que mon i soit inférieur à mon tableau.length, à la longueur du tableau, et qu'il soit bien strictement inférieur. Donc là, j'ai pas besoin de mettre de moins 1 parce que c'est strictement inférieur et c'est pas inférieur ou égal. Donc en fait, j'arriverai jamais à mon tableau.length. J'arriverai au maximum à mon tableau.length moins 1. Donc ça va fonctionner. i++. Voilà. Et là, je vais afficher mon tableau à l'index i. On exécute. Voilà. Et là, on voit qu'on parcourt bien tous les éléments de mon tableau. Donc la boucle for peut permettre de parcourir un tableau ici aussi. Ensuite, deuxième exemple qui va être très important aussi, ça va être de parcourir deux dimensions du tableau. En fait, de parcourir un tableau rectangulaire. Là, par exemple, je vais créer un nouveau tableau rectangulaire. Donc, pour rappel, un tableau rectangulaire, c'est un tableau dont tous les éléments ont le même nombre d'éléments. Donc là, mon élément à l'index 0 a 6 éléments, mon élément index 1 a 6 éléments, mon élément index 2 a 6 éléments aussi. Donc c'est bien un tableau rectangulaire. Donc là, j'ai mis par exemple nom, prénom, téléphone, mail, etc. dans le premier élément. Le deuxième élément, ce sont des coordonnées, enfin les valeurs en fait, pour nom, prénom, mail, montant, etc. Et le troisième, pareil. Donc là, je vais pouvoir imbriquer en fait. Donc je vais commencer par déclarer une boucle for i égale 0, i
inférieur à mon tableau rectangulaire.length. Donc là, pas de secret, c'est toujours pareil. Et là, du coup, je vais afficher mon tableau rectangulaire à l'index i. Donc là, je vais utiliser les template literals, voilà, pour pouvoir afficher $i. Et je vais lui mettre sa valeur. Et donc là, sa valeur, pareil, $accolade, mon tableau rect à l'index i. Donc là, on va parcourir tous les premiers éléments du tableau. Et ça nous rendra bien à chaque fois tous les autres éléments. Alors oui, quand vous affichez un tableau sous cette forme-là, en fait, il va vous le transformer en chaîne de caractères et il ne vous mettra pas les crochets. Ça, par exemple, je vais le mettre en dessous pour vous montrer que chaque élément ici en ligne, élément de première dimension, est bien un tableau. Le tableau à l'index 0, c'est bien mon premier tableau, mon deuxième, mon troisième. Et bien à l'intérieur de ma boucle for, je vais recréer une autre boucle for avec J. Donc là, je vais changer de variable d'incrémentation, je vais l'appeler J. J inférieur à mon tableau rect. Et là, du coup, il va falloir que je récupère la longueur d'un des éléments du tableau. Alors, je dis, ça marche que pour les tableaux rectangulaires. Il faut bien que ça soit un tableau rectangulaire et que tous les éléments aient la même longueur. Du coup, là, peu importe le nombre d'éléments, mais comme je ne sais pas combien j'ai de lignes, je vais prendre l'élément 0. Donc, le premier, parce que j'ai forcément au moins une ligne. Sinon, en fait, je ne peux pas parcourir les lignes. Donc, mon tableau rect 0, point length. Donc là, je vais récupérer la longueur des éléments à l'intérieur du tableau, et notamment la longueur du premier élément. Et J++. Voilà, et ici de la même façon, $i, $j, pour afficher bien. Donc là, c'est plus des tableaux, donc je n'ai plus besoin de le mettre sur une ligne séparée. Je vais mettre directement le résultat ici, et J. Et si j'exécute ça, voilà, on voit que à chaque fois, mon tableau rect i, ça me renvoie la ligne, et après, je parcours tous les éléments de ce tableau. Donc 00 nom, 01 prénom, 02 téléphone, 03 mail, etc. Et pareil pour toutes les lignes. 10, 12, 11, 2, etc. Donc avec deux boucles for imbriquées et deux variables d'incrémentation différentes, je peux parcourir les lignes et les colonnes d'un tableau. Et si j'avais des tableaux à l'intérieur de mes tableaux, je pourrais les parcourir aussi de la même façon. Alors là, à chaque fois, j'appelle mes variables i et j. Donc ça, c'est pareil, ce sont de bonnes pratiques, on va dire. En général, quand on parcourt des lignes, on met i. Quand on parcourt des colonnes, on met j. C'est un peu les x, y en mathématiques. Et ici, c'est plutôt ij. Mais en vrai, en fait, la variable, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, ce qu'on a fait avec les tableaux ici, ça revient exactement au même que ce qu'on avait fait précédemment. De faire un mon tableau rect.forEach. Où là, il faut que je passe une fonction. Par exemple, i comme argument de ma fonction. Alors là, attention, hein, là, i, ça va être la valeur. Si je veux l'index aussi, il faut d'abord que je mette value. C'est ce qu'on avait vu justement dans notre cours sur les tableaux. Pour rappel, à chaque fois, on avait la valeur, l'index i et la table entière. Ici, je n'ai pas récupéré le tableau entier. Par exemple, je vais prendre que valeur et l'index. Pour afficher comme ici. Et là, ici, je vais afficher value et mon tableau rect i. Et là, on va voir qu'on va avoir exactement le même résultat que ma première boucle for ici. Voilà, mon tableau à l'index 0, c'est ça, à l'index 1, c'est ça, à l'index 2, c'est ça. Et bien exactement de la même façon, on va pouvoir parcourir value for each pour parcourir les tableaux qui sont dans la deuxième dimension. Donc là, je vais mettre un value call. Il faut que je nomme différemment ma variable ici parce que value est déjà utilisée à l'intérieur de cette boucle. Je vais mettre j aussi. C'est pareil, hop, fonction, et je vais afficher tout ça. Sauf qu'ici, encore une fois, à la place d'afficher ça, je vais afficher directement value call. Puisqu'en fait, je peux directement accéder à la valeur du tableau. Et là, on voit qu'on aura exactement le même résultat, là, ici, qu'on avait avec la boucle for. Sauf que le for each, du coup, ne va fonctionner que pour les tableaux. Et on voit qu'à chaque fois, ça appelle une fonction, et à la fin, on finit avec des accolades parenthèses. C'est plus concis à écrire, mais c'est un peu plus complexe, on va dire, à manipuler. Donc je vous ai montré les deux cas possibles, et encore une fois, pourquoi avec un tableau rectangulaire, puisque les tableaux rectangulaires, c'est ce qu'on va manipuler quand on va commencer à manipuler des données avec Google Sheets, vu que dès qu'on récupère des valeurs des cellules, ce sera stocké dans un tableau rectangulaire, avec en première dimension les lignes, et en deuxième dimension les colonnes. Voilà un petit peu pour ce cours sur les boucles, comment boucler sur des valeurs. Alors encore une fois, comme d'habitude, là j'ai tout mis en désordre, et je vais directement copier-coller, le corriger. Voilà, vous avez juste du coup à exécuter la fonction et vous aurez tout bien décrit. Bon, c'est exactement ce qu'on vient de voir là. Cette vidéo sur les boucles est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, nous allons découvrir un concept fondamental en programmation orientée objet et donc en JavaScript
qui sont justement les objets. On va découvrir ça de manière simple et efficace, comment déclarer et manipuler ces objets, et on verra que ce sera très utile quand on va commencer à manipuler des données qui viennent de services externes et même des données dans Google Sheets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.